Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Des coups de cœur, un coup de cœur, le vie c'est bien toujours le bonheur. Et si enfin j'arrive à mes fins, plus rien de triste ne m'atteint. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. J'ai de la joie dans le cœur, je donne tout le meilleur. Je souris, je partage les légendes qui sont le sucre de l'existence. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Ma Joie de Vivre numéro 2. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, ou plutôt d'être accueillis, chez Djalila Vialet-Mathias. Bonsoir Djalila. Bonsoir, belle dame. Alors Djalila, vous êtes un personnage extraordinaire, multifacette, multicolore. Oh là là, oh là là. Ça commence bien, ça commence bien. Merci, merci. Alors vous avez travaillé dans le social en protection de l'enfance Oui. et en ethno-clinique. C'est difficile à dire, hein, ethno-clinique. Non, non. Vous avez exercé, pratiqué les voies chamaniques et les arts divinatoires. Oui, Vous avez aussi créé la marque Solividad pour les fashion shows. oui. Vous avez fait moult blogs. Et pour finir, vous avez écrit, et vous continuez d'écrire d'ailleurs, des articles pour la revue Planète Gaïa, sous le nom de plume Iris Le Val. Oui, tout à fait. Ça fait un joli programme tout ça. Alors Djalila, j'avais envie de commencer l'émission en évoquant la rencontre que j'ai faite avec vous pour préparer l'émission. Vous m'êtes apparu, vous étiez une vision pour moi. Tout d'un coup, je vois une femme vraiment vêtue de manière splendide. Vous étiez chamarrée, des accessoires, des bijoux extraordinaires. Et j'ai envie de vous dire, vous êtes dans votre quotidien tous les jours comme ça. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir sollicité. Et je dois dire que de pouvoir s'exprimer comme ça devant cette webcam et à cette radio, c'est un petit peu un aboutissement de tout ce que j'ai pu vivre et que j'ai partagé avec des amis. Et c'est vrai que dans le quotidien, eh bien, étant donné l'ambiance actuelle, la noirceur, ce qu'on voit dans le métro, oh là là, j'essaye, oui, d'être comme ça et j'y arrive assez bien. Mais vous êtes vraiment haute en couleurs, c'est plus que des couleurs, c'est vraiment haute en couleurs. D'où vous vient presque cet amour des couleurs? Parce qu'on le verra dans votre parcours, les couleurs sont importantes. D'où ça vous vient ce besoin de mettre des couleurs comme ça? Alors j'ai compris au cours de mes pérégrinations et dans ma vie quotidienne, parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir concrétiser les choses. J'ai appris que finalement les couleurs on ne pouvait pas s'en passer, parce que même si on est obligé selon le lieu où l'on va, selon la fonction, voilà, chacun doit jouer un personnage. Donc, même si on met des couleurs plus sombres, automatiquement, on va vers les couleurs, parce que la couleur, c'est la vie. C'est le vivant qui est en nous et qui ressort de cette façon. Donc, on ne peut pas y échapper. La nature, regardez autour de nous, la nature, eh bien, elle est colorée, elle est vivante, elle ne faillit jamais. C'est-à-dire que à chaque moment, à chaque saison, même au cours de la journée, on voit les choses se transformer. Moi, j'ai la chance d'habiter au-dessus d'un parc. Et vraiment, je vois à chaque instant, tout se modifie et les couleurs sont extraordinaires. Donc, l'humain, eh ben, il fait partie de la nature, donc je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Alors là où ça pose problème, c'est quand ça devient différent. Donc, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, en étant comme je suis, déjà, c'est une façon un petit peu de rappeler, de faire cet appel à la couleur et de dire aux gens, osez les couleurs, osez vos couleurs,
parce que c'est la vie. Voilà, je le répète encore et je le répéterai peut-être tout au long de cette émission. C'est la vie et c'est la joie de vivre. Oui, tout à voilà, fait. donc on porte ces couleurs comme on porte un blason. Voilà, et puis peut-être qu'on en parlera après quand on essaye de comprendre ce qui se passe, de ce cheminement qui fait que de l'intérieur, qui est aussi porteur de couleurs, comment cela peut sortir et pourquoi. Donc après, on peut aller chercher des explications. Donc en fait, les couleurs, elles sont ajustées à son moi profond. Tout à fait. Et on peut même dire que les gens qui refusent la couleur, alors je ne sais pas si le noir est un refus de la couleur, mais refusent finalement leur moi profond ou de l'afficher en tous les cas. Beaucoup de gens qu'on interviewe ou à propos des couleurs dans la rue, les commerçants vous disent « Ah, j'adore les couleurs, mais qu'à la maison ». Donc c'est vraiment, on n'affiche pas la couleur forcément parce que finalement on affiche son moi profond, c'est pas évident quand même, faut oser. Oui. Faut oser, hein. Il faut oser, pour cela, il faut faire les choses à la fois en conscience et à la fois spontanément, naturellement. Alors c'est très difficile parce que quelquequefois c'est plus fort que soi et on peut heurter. Oui. Il y a eu une période là, maintenant ça va un petit peu mieux parce que le soleil est revenu sur Paris, les gens à nouveau sont en couleur, mais on a eu toute une période là de l'hiver qui était vraiment difficile et le fait d'être trop coloré, ça peut heurter. Oui. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Alors lorsque les gens viennent vers moi, soit pour me féliciter, soit pour me demander quelque chose et me dire oh là là j'aime bien comment vous êtes habillé, mais et vous? Ah ben moi non parce que c'est pratique. Ouais. Alors méfions-nous du pratique. Alors c'est vrai le noir c'est pratique. Moi je trouve pas que ce soit tellement pratique. Alors après là-dessus il y a tout ce qui se compose sur cette couleur noire. On pourrait revenir sur un plan historique, on verrait comment le noir est arrivé dans nos vies, parce que quand on fait un petit peu, il y avait eu une exposition sur Paris qui s'appelait L'homme paré, où on voyait comment l'homme a été vraiment dans quelque chose du vêtement flamboyant avec de Louis XIV jusqu'à peu près au XIXe siècle, hein, où la redingote est apparue et le noir qui était quand même, il faut le dire, une couleur très difficile à trouver, à faire. Il faut savoir que pour obtenir la couleur noire, il y a énormément de produits chimiques. Et donc, cette couleur appartenait à la classe riche. Et c'est pour ça que lorsque les gens du peuple mettaient leurs vêtements noirs, c'était vraiment dans une occasion particulière. Et donc, après, c'est devenu courant. Et puis là-dessus, se sont greffés des modes, des conventions, des codes vestimentaires, comme le côté anarchiste, hein, qui était dans le noir, les dandys, qui mettaient aussi en avant le noir et qu'on retrouve, par exemple, encore actuellement chez Monsieur Carme Lagerfeld, voilà, qui prône le noir. Et pourquoi pas? Et puis, le problème, c'est que maintenant, tout le monde est dans le noir. Alors moi, je suis effarée parce que, quel que soit jeune, vieux, quelle que soit la condition, quelle que soit la fonction, on est noir. Alors, je crois que c'est l'an passé, il y a eu... ils ont mis en vente toute une série de Barbie habillées en noir, avec la petite robe noire. Alors là, je me suis dit, ça y est, c'est la fin. C'est la fin de tout. Mais je crois que ils ont dû vite retirer cette collection parce qu'on ne l'a plus vue. Et vraiment, ça m'avait choquée. Je me suis dit, ah bon. Alors c'est vrai que la petite robe noire, so chic, so tendance, très Frenchy, bon, d'accord. Mais en ce moment, tiens, dans les rues de Paris, sur les guérites des arrêts de bus, vous avez la publicité d'une marque de parfum avec la petite robe noire qu'on voit aussi au cinéma. Alors voilà. Et donc, bon, ça suffit. Cependant, si on cherche à aller plus loin, il y a peut-être une explication. Vous voulez savoir? Ah oui. Mais en parlant du noir, j'ai pensé, parce que c'est vrai qu'il y avait les Barbies en noir, il y a eu la lessive
vous savez, le paquet de lessive noir pour Exact. laver le noir. Pour laver le noir, exact. Et la mode de l'électroménager des meubles en noir. Oui, Donc c'était vraiment noir, c'est noir. Hein. Je me rappelle dans les années 70, comment elle s'appelle, la chanteuse, pas Sylvie Vartan, Françoise Hardy. Oui. Était enceinte de son garçon, qui Ouais. est devenu le beau jeune homme Voilà, Thomas qu'on connaît. Et à l'époque, ça avait un peu choqué les gens parce qu'elle avait préparé la chambre de l'enfant tout en noir. Ouf. Donc voilà, mais bon, Françoise Hardy étant Capricorne, peut-être que ceci explique cela. Ah, voilà. Bon, de toute façon, voilà, le noir existe, c'est vrai, hein, Oui. puisque de là partent toutes les couleurs, mais il faut savoir l'agrémenter, agrémenter ce noir, et surtout essayer de comprendre pourquoi. Donc, en dehors des faits historiques, en dehors... Bon, ce que je disais, des modes, etc. Moi, j'ai trouvé l'explication. Alors, c'est vrai que toutes les traditions ont parlé des couleurs, ont resitué les couleurs sur un plan symbolique, sur un plan ésotérique, sur un plan religieux. Il y a même Henri Corbin qui a parlé des couleurs en fonction de l'âme et des prophètes, Oui. hein, David, Jésus, Oui. Adam, etc. Et puis, comme je me suis intéressée aux côtés de la santé, donc à la médecine chinoise, parce que les Chinois étaient un peuple de sagesse, Ouais. donc il y a l'explication. Vous avez, sur le plan énergétique, chaque organe a sa couleur, a son entité et sa couleur, qui correspond aussi à une période donnée, à une saison. Oui. Alors, par exemple, le vert, Oui. c'est le foie, les yeux et c'est le printemps. Oui. Ensuite, le rouge, c'est le cœur, Oui. la langue et donc l'été. Oui. Ensuite, nous avons l'automne avec la couleur blanche qui correspond aux poumons et à la peau. Oui. Et puis le noir, enfin, qui est la couleur des abysses, hein, de la profondeur sur le plan énergétique, qui correspond au noir, aux oreilles, aux reins, à l'énergie de rein et donc à l'hiver. Donc c'est pour ça qu'en hiver, on a tendance à mettre du foncé parce qu'il faut recharger cette énergie de rein, qui est une énergie première, sexuelle, donc qui fait que les gens ont besoin de tout le temps la dynamiser, soit parce qu'ils font trop l'amour, soit parce qu'ils font pas assez. Oui. Vous savez, la médecine chinoise, l'acupuncture, c'est un petit peu le principe des vases communicants. Donc là où il y a du trop-plein, ça veut dire que quelque part il y a un manque, donc on cherche, le corps va chercher, les organes vont chercher à équilibrer tout ça, et ça fait partie donc de la médecine chinoise. Alors, dans la médecine chinoise, je comprends qu'il n'y a que 4 couleurs qui sont utilisées. Alors, il n'y a que 4 couleurs. Il y a aussi le jaune, Oui. qui est la couleur du milieu, ce qu'on appelle la couleur qui va alimenter toutes les autres, Oui. et qui correspond, c'est la couleur solaire, hein, Oui. et qui correspond à rate et pancréas. D'accord. Et qui est, oui, vraiment la couleur du milieu. Alors après, quand vous décomposez, ça ce sont les couleurs les couleurs primaires. Hein. Oui. Après, bon, ben, Oui. l'orange, c'est le rouge, Oui. le Oui. rose, c'est... Après, bon, voilà, Oui. il y a toute la palette, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'arc-en-ciel. Donc, c'était assez intéressant. Donc, quand on voit tous ces gens habillés en noir qui ont des choses dans les oreilles, Oui. voilà, donc qui n'entendent plus, qui sont repliés pour... Il y a du souci à se On a faire. des lunettes de soleil aussi. Il y a du souci à se faire. Oui. Donc, je ne prône pas d'aller voir un bon acupuncteur, quoique, parce qu'il faut rééquilibrer toute son existence. On rééquilibre ces courants énergétiques, donc ce qui explique bien l'acupuncture. Tout à fait. Donc Voilà. finalement, c'est très intéressant parce qu'on comprend qu'il y a à la fois le noir est associé quand même à des points des organes et donc peut-être à un besoin fondamental inconscient qui a Absolument. apporté du noir finalement. Oui. Et puis il y a probablement quelque chose de plus large, plus collectif sur la France parce que quand on voit d'autres pays, il y a quand même qu'ici où le noir est Oui. aussi affiché. Alors, je dois dire que quand vous allez en province, les choses sont un petit peu différentes. Oui. Parce que c'est vrai que le métro qui est en profondeur Oui. focalise un petit peu ce noir. Donc maintenant, on comprend un petit peu les choses.
Et alors qu'en province, eh ben, on est encore au fait que le dimanche, on s'habille bien. Et puis, si le voisin ou la voisine, elle porte ça, on a envie. Voilà, c'est aussi par mimétisme. Ouais. Et ce qui fait que quand il y a beaucoup de noir, eh le mimétisme fait que on s'achemine vers du foncé, mais que dès qu'il y a des couleurs, moi je sais que quand je vais en province, je suis tout à fait bien acceptée, à l'aise, parce que je porte toutes mes couleurs et il n'y a pas de problème. Au contraire, les gens, ils sont ravis. Ils disent, mais où est-ce que tu trouves ça ? À Paris, je trouve ça, mais vous cherchez, vous allez trouver. Voilà, donc on trouve tout partout dans les marchés. Enfin, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment, oui. Et par rapport à toutes ces couleurs, il y a l'évocation, vous parliez de l'arc-en-ciel. Oui. Alors quand on évoque l'arc-en-ciel, je crois qu'il y a quelque chose qui vous a touché dans tout votre parcours, votre existence, c'est le rainbow. Oui. Qui justement symbolise tout ça. Oui, parce que quand on est donc dans les couleurs, on va automatiquement là où il y a des couleurs. Ouais. Donc on va chercher son semblable, et pas que pour les couleurs, pour le reste aussi. Et donc voilà, dans mes pérégrinations, j'ai été amenée à aller dans la famille Rainbow, donc dans le Rainbow Gathering, qui se passe sur toute la planète pratiquement. Mais le berceau, c'est aux États-Unis. C'est un petit peu la suite du mouvement hippie, donc on parlera peut-être de ça par rapport aussi à tout ce qui est les couleurs, les vêtures. Et voilà, le Rainbow Gathering, c'est le rassemblement de toutes les couleurs. Et c'est-à-dire que tous ceux qui sont là, ils viennent avec leurs propres couleurs. Oui. Et puis, ils se mettent dans des tribus qui elles-mêmes expriment leur coloration. Alors, soit avec la peau, soit avec les chants, soit avec les danses. Voilà, soit par ce qu'ils sont, leur vêture, leur nudité. Et c'est extraordinaire parce que ça fait vraiment un courant d'énergie, mais très puissant. C'est à la fois la joie de vivre, mais c'est à la fois aussi une acceptation de ce que l'autre est. Et on pourrait dire, on communie dans un espèce d'amour universel, puisque les couleurs, c'est aussi universel. Wow. Et donc, c'est vraiment, et on vibre, parce que les couleurs, c'est comme le chant, la danse, la musique, c'est aussi pour faire vibrer tout ça, toute cette machinerie-là. Voilà, et c'est vrai que le rainbow, ça apporte tout ça, et c'est vraiment une chose vraiment extraordinaire. Et donc, alors, le summum, c'est ce que j'ai vu au rainbow, c'est en plein midi, autour du soleil, un rainbow qui est apparu. Wow. Et ça, c'est vraiment, oui. Alors, quand on sait que, bien sûr, l'arc-en-ciel, c'est un pont entre la terre et le ciel, et que la déesse Iris, c'est la déesse de l'arc-en-ciel, la messagère des dieux, d'où votre nom, voilà. Votre nom de plume. Et oui, les choses, elles se font automatiquement. Tout est lié. Bon, on va profiter. Alors juste une chose. Alors, portons nos couleurs. Oui. Soyons les gardiens de l'arc-en-ciel, du rainbow. Et là-bas, ils disent les Rainbow Warriors, c'est-à-dire soyons les guerriers de l'arc-en-ciel, en étant vraiment ce que nous sommes, les couleurs de la vie. Donc on est vraiment, on est les porteurs, et on maintient cette énergie des couleurs, et donc de la joie de vivre forcément qui va avec. Forcément. C'est extraordinaire. Alors on va faire une petite coupure, mais on revient très vite pour écouter justement une chanson Rainbow qui est Rainbow Around the Moon cette fois-ci. Et je ne sais pas, je suppose que c'est un événement que vous avez, un fait que vous avez dû certainement voir. C'est cette espèce de rainbow qui arrive lorsque la lune est souvent pleine, un halo, rainbow, voilà, autour de la lune. Et ça aussi, c'est quelque chose de merveilleux. Et la chanson est splendide. Elle sera enchaînée avec une autre chanson rainbow. On se retrouve dans... Alors, Jalila, les couleurs. Je crois que vous avez un texte à évoquer ensemble. C'est les commandements. Oui, parce que sur le blog, un de mes blogs qui parle de couleurs, bien sûr, et d'atour, j'avais mis, donc régulièrement, je relance un petit peu les choses parce que je me dis, oh là là, et j'avais mis les 12 commandements du coloré. Waouh! Voilà. Alors là, on veut bien savoir. Oui, alors je les ai pas apprises par cœur, je suis désolée, mais... donc je vais vous les lire si vous le voulez bien. Alors, pour fuir la morosité de l'existence, ne plus être grincheux et vivre heureux, solaire,
avec ou sans soleil. Voici donc les 12 commandements du coloré. Premièrement, colorer à chaque instant de ma vie, je suis. Wow. Deuxièmement, oser est ma devise, quelle que soit la mise. Ouais. Troisièmement, sourire, câlin, belles paroles, toujours avec entrain. Wow. Quatrièmement, jamais on ne ronge son frein. Sinon on devient triste, et après noir, enfin vous avez compris le processus. Cinquièmement, cultiver le beau, le bon, le bien. Sixièmement, porter ses couleurs bien haut comme un drapeau. Voilà. Voilà. Bon. Ciel bleu, septièmement, septièmement, ciel bleu dans la tête. Vous voyez ça, je suis émue, émue. Ciel bleu dans la tête, c'est la fête. Soleil dans le cœur, que du bonheur. Wow. Huitièmement, joie de vivre, bien-être et harmonie sont mes seuls soucis. Neuvièmement, jouer, chanter, danser, parce que c'est la vie, ça. Hein, voilà. Dixièmement, partout, toujours, haut les cœurs, haut les couleurs, c'est dynamisateur. Et le 11e, donner le juste ton pour ses créations, bel horizon. Wow. Et enfin le 12e. Alors le 12e, eh ben, il n'y a pas. C'est pour tout un chacun qui mettra son grain de sel ou son grain de ciel pour créer son 12e commandement. Wow. Voilà. D'où vous tenez ça? C'est vous qui avez composé ça? Oui, alors j'ai composé ça, puis en prenant de par-ci par-là toutes les. Oui, non, c'est extraordinaire. Ça devrait être affiché j'écris facilement. Ça devrait être affiché dans les stations de métro à Paris. Ça devrait être vraiment mis noir sur blanc en énorme parce que c'est extraordinaire. Ah oui, alors en parlant de ça avec des amis, nous avons à un moment donné, on faisait des petites affichettes où on mettait le noir. Vous êtes habillé en noir, vous êtes en deuil de la vie, ou des petites choses comme ça. Donc discrètement, on collait ça dans le métro. Ah oui, dans le métro. Et puis aussi, on avait fait avec un ami des petites phrases comme ça, comme des petits bons points qu'on donnait aux gens. Bravo, vous êtes très colorés. Merci, vous égayez ma journée, enfin, etc. Voilà. Bon, maintenant, c'est un petit peu différent, mais il m'arrive dès que je vois quelqu'un coloré, je passe très vite à côté, je dis, oh là là, les belles couleurs, bravo, merci, vous nous réjouissez le cœur, des choses comme ça, et les gens, ils sont peut-être donnés, ils disent, ah, merci. Ça, ils ont vraiment besoin d'être encouragés, quoi, parce que, en revanche, dès que je vois du noir, des choses noires, je détourne mon regard et je passe dignement. Le noir nuit. Oui, le noir nuit. Ah là là, c'est vraiment... C'est Christian Lacroix, je crois, il disait que pour lui, la couleur était une nécessité et qu'avec toute la noirceur qui était actuellement, il avait l'impression que c'était vraiment un aplanissement à la fois des paysages et des cerveaux. Oui. Tout à fait. Je crois qu'il avait... il y a eu un très bon article aussi dans Le Monde, alors pas sur le noir, mais sur le vêtement en général, l'habillement plouc, et l'article disait, je ne l'ai pas malheureusement, je ne l'ai pas amené, mais disait que dans les beaux lieux qui sont les châteaux de Versailles ou la cathédrale Notre-Dame de Paris, eh bien les gens sont en short avec des baskets, et il n'y a plus de respect donc d'habillement, et en même temps on ne s'accorde plus justement avec les lieux, et on ne donne pas une image merveilleuse et en accord avec les monuments quand même. Tout à fait, oui, c'est ça. Ça c'est incroyable. Et le dimanche maintenant on se laisse aller, c'est la décontraction, c'est le jogging, c'est toutes ces choses là qui partent vraiment dans tous les sens, alors que l'être il a besoin d'être tenu, il a besoin de se structurer pour justement pouvoir faire face à tout ce qui se passe autour de lui et tenir comme un chevalier et aller de l'avant. Et c'est vrai, et que maintenant quand on sait que les couleurs parle à l'intérieur, aux organes, etc. Et puis aussi à l'âme, et puis aussi à l'esprit. Après, on peut remonter, on peut aller vraiment dans des sphères plus élevées. Bien sûr. Après, en fonction de chacun. Bien sûr. Voilà. C'est traditionnel, la couleur. Vraiment. La couleur, c'est même plus, moi je dirais que c'est plus que c'est au-delà de la tradition, c'est vraiment l'idée
l'idée qui vient d'en haut, l'idée qui est mise en image, et la première des images, c'est la couleur. Voilà. Alors bien sûr, le noir fait partie. Bien sûr, on l'a vu avec la médecine chinoise, c'était intéressant d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Alors je crois que vous avez aussi un test. Ah oui, sur la route des vacances, c'est là parce que tout le monde, on fait tous des tests pour savoir si on est heureux, pour savoir si tout se passe bien dans le couple, etc. Donc, alors je sais pas où j'ai trouvé ça. Ça devait circuler sur Internet. Bon. C'était le comité de la joie de vivre. Peut-être que vous. Non, alors là, bon, je découvre. Voilà. Donc je sais pas. Ça, c'est passé comme ça. C'est arrivé dans ma boîte mail et je me suis dit. Donc je l'ai mis sur le blog aussi. Et c'était vraiment une bonne idée. Alors, par le comité de la joie de vivre, votre style, êtes-vous pingouin sur la banquise de votre existence, donc il fallait cocher, croque-mort qui enterre tous les jours un peu plus votre joie de vivre, ou alors en deuil de la vie. Oh là là. Donc c'est vraiment... Ça va loin, hein. Ça va très loin, ce deuil de la vie. Hein. Ouais, c'est vraiment... et vraiment, les gens ne comprennent pas, je crois qu'ils n'ont pas saisi que par cette loi du mimétisme, ils participaient vraiment à cette ambiance de morosité et que ça ne pouvait que s'accentuer. Et c'est pour ça qu'il faut se donner les moyens, oser être coloré et puis aller dans des lieux colorés, rencontrer d'autres colorés. Et voilà, donc Paris a été vraiment, à un moment donné, vraiment un vaste terrain de jeu pour cela. Ça s'est un peu rétréci, mais bon, on peut encore quand même mettre en avant sa joie de vivre à Paris, mais c'est plus difficile. Oui, tout à fait. Vous me faites penser au fameux livre d'Alexandre Jardin, Les Coloriers. Oui. Parce que justement, en vous écoutant, je me suis dit, ah mais ça me fait penser au colorier parce qu'il y a le côté bon enfant, joie de vivre et enfant, puisque c'était des enfants et qui se coloriaient. Ça m'avait frappé dans le livre. Ils s'habillaient pas, ils se coloriaient les vêtements sur le corps. C'est quand même extraordinaire. Le livre est vraiment d'une fraîcheur remarquable. Ah oui, il faut vraiment le lire. oui, tout à fait. Alors, vous, dans votre histoire, Djalila, vous êtes passé par des périodes, j'imagine, très colorées. D'abord, peut-être, entre guillemets, historiques. Je pense peut-être à la période hippie ou des périodes de votre vie comme ça, où les couleurs vous ont touché. Oui, alors oui, c'est bien de revenir là-dessus parce que il y a eu une période, je crois, après-guerre, c'était la libération. Il y a eu une période où vraiment les êtres étaient prêts à recevoir tout ce qui, alors est-ce que ça correspondait au Verseau, à recevoir tout ce qui arrivait et ça a été comme un intanor et ça a été vraiment un bain où on a tous mijoté, et moi la première. Donc j'étais toute petite dans les années 50, c'est vrai, mais j'ai commencé, parce que je viens d'un milieu ouvrier populaire, où on n'était pas coincé dans des fonctionnements, c'était quand même, on avait un cadre précis, attention, on avait des valeurs, il y avait des choses qu'on respectait, mais je veux dire qu'on n'avait pas de notion bourgeoise, d'embourgeoisement, de choses à garder, de patrimoine à conserver, enfin je vois ça comme ça un peu avec le recul. Et donc tout ce qui est arrivé à ce moment-là, moi j'étais embarquée là-dedans et on était tous embarqués. C'est-à-dire il n'y avait pas de phénomène de mode. On prenait comme ça venait et puis l'éponge. Alors bien entendu, c'est toute la période de la radio, le premier poste de radio, mon Dieu, c'était vraiment, on écoutait ça religieusement. Alors toutes les chansons, moi je connais tout le patrimoine des chansons françaises. Après donc les premières télévisions, il y avait très peu de familles qui avaient. C'est qu'après dans les années 60, nous on a pu avoir un poste télé donc en noir et blanc. Avec Catherine Langer, je sais pas, peut-être que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais voilà. Et puis après, en 67, ça a été la télé couleur. Alors la télé couleur, mon Dieu. Alors tout ça, c'est venu aussi avec cette période de la musique. La musique qui est arrivée, le rock and roll, avec tous les chanteurs venus des États-Unis, dont Elvis. Mais à l'époque, moi, j'ai pas pris Elvis vraiment comme une idole à part entière. C'était vraiment un tout. Et donc, le rock and roll, mais ça vous faisait bondir. Et puis donc, ici en France, c'était les yéyés.
Oui, les yéyés. Avec Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, enfin tout ça. Et nous, on était là, on prenait. Il y avait les revues. C'était donc les années 60. Moi, j'étais une petite teenager. Donc, il y avait toutes les revues. Parce qu'avant, les revues, c'était, je me rappelle, à la maison, nous étions des ignorants, mais des ignorants ouverts. C'était Ici Paris, Oh là, oui. Modes et Travaux, Oui. parce que nos mères, elles étaient au foyer, puis il Ouais. fallait qu'elles cousent, parce Ouais. que le budget était assez serré. Et puis nous deux, pour le côté sentimental. Alors vous voyez un petit peu, mais qui sait? Oui, Il y a tout à peut-être fait. des choses très Ouais, profondes ouais, là-dedans. ouais, ouais, non, non. Et alors, après, donc, il y a eu ça, la télévision, H tendre et tête de bois, Salut les copains, toutes les revues, ça a été un phénomène mondial, Ouais, hein, ouais, les ouais. teenagers qui tout Ouais. d'un coup avaient de l'argent de poche et se sont mis à acheter, donc toute l'explosion au niveau de la musique. Enfin bon, ben, tout ça, ça sera peut-être l'occasion Oui. d'une autre émission pour vous. Effectivement, oui. Et donc, et nous, on était là, et les flottes. Et puis, tout d'un coup, paf, mai 68. Wow. Alors là, c'était vraiment la libération au niveau des esprits. Oui. Parce qu'il y avait quand même un enfermement. Hein, Ouais. La majorité était encore jusqu'à 21 ans. 21 ans, oui. Donc, on subissait la loi du père, Oui. quel que soit le milieu. Et donc, tout d'un coup, on osait dire les choses, on osait... Alors moi, j'ai pas vécu ça vraiment à la faculté parce que j'étais encore au lycée, mais qu'est-ce qu'on était, mon Dieu, mais j'en ai des frissons rien que d'en parler. Et je me rappelle, nous, on n'avait pas la télé, on n'avait que la radio, et c'était les seuls moments où j'ai vraiment été en accord avec mon père. On écoutait la nuit, on écoutait ce qui se passait à Paris. Oh là là. Parce que après, il y a eu beaucoup de choses qui ont été Ouais. effacées. Hein. Il y a eu le petit livre des journées noires de mai 68 qui a circulé après, mais ouais. que voilà. Donc après, il y a eu une censure par la suite. Hein. Le Ouais. gouvernement a eu vraiment très très peur. Et nous, c'était l'explosion. Et donc avec mon père, on écoutait ce qui se passait là-bas à Paris, les étudiants, les ouvriers, les trucs comme ça. Et c'était vraiment, on était prêts. On était prêts. Et alors après, là-dessus, donc ouverture, liberté sexuelle, bon, la Ouais. pilule, la mini-jupe, les cuissardes, les chaussettes, les sabots. On était vraiment... et puis, là au milieu, il y a eu, en provenance des États-Unis, le mouvement hippie. Oui. Donc, alors là, nous, ça a été, parce que c'est vrai qu'après mai 68, il y en a beaucoup qui ont laissé les choses, qui ont eu envie de partir, et qui sont partis. Moi, j'avais dans la famille quelqu'un qui est parti comme ça en Inde. Dans les premiers temps, la personne, elle allait acheter des bijoux, Oui, oui. des choses, voilà. Et on c'était pas la mode dans... Non, ça venait comme ça, c'était tout le temps. Puis il y avait les actualités, on était pris par ça. Et donc, moi, mon premier choc, ça a été la panne de velours. Alors, j'ai cherché dans tous mes tissus, j'ai pas trouvé pour vous faire voir ce qu'était la panne de velours. Mais je vous assure que c'était pas le velours habituel, c'est quelque chose de soyeux, de doux, de merveilleux, brillant. Et puis il y avait tous les bijoux, tous les colifichets, toutes les choses. Ça c'est d'époque, hein, Ouais, c'est des ouais, années ouais, 70. Ce sont Ouais. des foulards qui viennent de là-bas, de l'Inde. Ouais. Et puis les gilets afghans, les manteaux, etc. Et du coup, on a eu envie, comme on pouvait pas tout le temps aller, et puis donc cette personne après, elle est retournée à Katmandou, mais plutôt pour une recherche spirituelle. Hein. Donc c'est un petit peu le deuxième volet de ce que j'allais dire. Et donc on s'est mis à faire nous-mêmes les choses. Moi, je me rappelle, je tricotais, je crochetais, on faisait des vêtements en laine pour les enfants, on faisait il y avait le magazine Santidé, donc on faisait vraiment tous les vêtements. Moi, je coupais, je machinais, j'ai appris sans patron. Parce que ça coulait de source, et clac, clac, clic, clac, on montait ça,
Et on le portait, et puis il y avait les tissus comme le crépon, avec les vêtements, les vêtements cacharel. Il y avait donc toutes ces images colorées des hippies, le Powerful Flower, donc des fleurs partout. Après il y a eu le tissu Liberty avec les petites fleurs, les grandes jupes, le ventre à l'air. On n'a rien inventé et tout. Alors bien sûr ça a été repris. J'ai fait un article là-dessus sur l'art du vêtement, chez les hippies. Et donc, c'est vrai qu'après, la haute couture a repris ça, la mode hippie chic, tout, et qui revient régulièrement. Tout à fait. Voilà, mais moi, j'ai vraiment connu cette période. Et on achetait dans les friperies aussi. On allait vers la nature, vers le simple. On se mettait nus. Les seins nus sur les plages, alors que maintenant, la France était un des seuls pays à vraiment pratiquer ça. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe sur les plages, mais il n'y a plus du tout ça. Et donc voilà, c'était un esprit de liberté totale et tous azimuts. Et en plus de ça, il y avait sur un plan spirituel, religieux, pensée, il y avait aussi tout ce que nous a apporté ce mouvement avec des recherches en fait. Voilà, les religions, la quête, les religions orientales, ça a été, et puis ça a donné après toutes les techniques, le yoga a démarré. Il y avait, moi c'est là que je me suis intéressée à la médecine chinoise, donc dans les années 70 et après 80, on faisait des stages, c'était pas comme le New Age, il n'y avait pas ce côté mercantile, c'était vraiment, on partait à l'aventure, et l'administration, par exemple, moi je travaillais, elle vous payait une semaine de stage de massage, une semaine de stage de tarot, de choses, et on partait comme ça à l'aventure, et on était tous là, on savait pas ce qu'on allait en faire, c'était pas pour enseigner, c'était pas pour, non, c'était vraiment pour open the mind. Oh. Et voilà, et puis on a eu toutes les lectures, Kyle Gibran, moi il y a des tas de gens qui ont parlé de tout ça, qui certainement mieux que moi. Castaneda, alors moi vraiment Castaneda, je me rappelle, j'étais dans mon jardin et j'essayais d'avoir la vision comme que dans le livre de Castaneda, et j'avais la montagne en face et il y avait une partie ombre et je me projetais c'était vraiment... C'était la joie de vivre, le jeu. Quelle époque, mais Djalilah, c'est... Et ça a continué après dans les années 80 avec, alors bien sûr la musique, tout ça, toutes les fêtes, toutes les choses, les années 80 avec le disco. Oui, les paillettes, une Dalida qui a bien représenté toutes les époques, en partant du petit bikini ou Titi jusqu'à la grande dame qu'elle est devenue, parce que elle s'est accrochée et elle nous fait bien voir tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'était vraiment extraordinaire. Oh Djalilah, quel voyage! Mais quel voyage extraordinaire! C'est merveilleux! c'est passionnant! Et c'est passionnant! C'est magnifique! Alors Djalilah, je crois que parmi vos sources d'inspiration, il y a eu les voyages. Ah oui, les voyages. Alors on commence par quoi? On commence par l'Inde. Alors je sais pas. Déjà les voyages, est-ce qu'ils forment la jeunesse? Est-ce qu'ils la maintiennent? Est-ce qu'ils la font surgir? Je sais pas. Mais en tous les cas, c'est vraiment une source d'inspiration, une source d'énergie, et c'est aussi le résultat de tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de ce creuset alchimique qui fait qu'à un moment donné, quand ça bouillonne, il faut que ça sorte et il faut que ça s'exprime dans la matière, le quotidien, l'existence. Et donc, il faut aller voir ailleurs. Il faut aller voir ailleurs pour voir s'il y a d'autres personnes comme vous, parce que sinon, c'est pas... Alors bien sûr, c'est bien d'être avec une tribu d'amis, parce que je crois que à la fois nous sommes des êtres solitaires, c'est vrai, mais aussi il faut que nous ayons autour de nous des semblables pour pouvoir ne serait-ce qu'apprendre ce qu'est l'harmonie entre les êtres humains. Et ça a toujours été aussi, si vous voulez, cette recherche en même temps que cette joie de vivre, de vivre les choses dans l'instant, de pouvoir les partager avec d'autres. Pour un meilleur, pour une quête plus élevée,
pour aller encore plus haut, je ne sais pas, après c'est chacun en fonction de ce qu'il a à l'intérieur de lui. Alors, de tous ces pays, il y en a eu pas mal, je crois, visités, rencontrés, vécus. Oui. Quel est celui où peut-être, enfin, il y a quand même, il me semble, j'ai évoqué l'Inde il y a 2 minutes, il y a quand même l'Inde, les États-Unis. Oui, l'Inde, les États-Unis, il y a les îles, îles Caraïbes. Oui. Je suis allée en Guyane, je suis aussi beaucoup en Europe, j'ai beaucoup circulé en Europe. Et vraiment, les pays qui marquent, c'est vraiment les pays, non pas vers lesquels on a envie forcément d'aller, Oui. mais qui vous viennent comme un cadeau. Voilà, alors il y a eu les États-Unis, Oh là là, quand oui. même, Oui. avant l'Inde. Oui. Donc avec la découverte des Rainbow Gatherings, ça a Ouais. été quelque chose de fabuleux. Il y a eu aussi avec le côté de la musique, puisque j'ai appartenu à un groupe de chanteurs amateurs, les Fidèles d'Amour. Nous sommes donc partis aux sources de la musique, donc à Memphis, Oh là là. avec d'un côté Elvis Presley, et puis de l'autre côté, en fait Elvis Presley a fait la synthèse de tout ça, mais donc la musique noire et la musique des Blancs, et c'est vrai que ça a été vraiment fantastique. Le gospel. Le gospel, le rock and roll, la country. On est allé jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Alors là, je peux vous dire que c'était vraiment, on chantait dans les rues. À tous les coins de rue, on trouvait des gens avec qui on faisait un bœuf comme ça. On s'essayait à toutes sortes de choses. À Memphis, bien entendu, sur les traces d'Elvis. Donc il y a eu Graceland, peut-être qu'on y reviendra dans la partie plus costume. Et puis, donc Graceland, comment dire, Elvis, c'est quand même, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des êtres d'exception qui font quand même partie de la légende, et c'est une légende vivante. Ouais. Et on a eu la chance, bon, moi j'étais petite, mais j'ai pu voir des choses de lui. Je connais des gens qui sont allés à des spectacles, qui l'ont vu de loin. Enfin, c'est vrai qu'il était quand même, il est encore proche de nous, même si c'est une autre époque. Voilà, par exemple, dans mon immeuble, un de mes voisins, c'est un fan d'Elvis. Alors, c'est vrai qu'on a toujours le cadre adéquat, comme dit le sage, à ses plus intimes pensées. Et c'est certain que dès l'instant où vous êtes prêt à, eh bien, tout vient vers vous. Donc, dans ma montée, j'ai un fan d'Elvis qui a tous les disques d'Elvis, qui suit toute son actualité, etc., qui est un ancien chanteur des années 70. Wow. Ouais. Voilà, il s'appelle David Vincent, je le salue, si des fois il est derrière son écran d'ordinateur. Voilà, et donc il est musicien, il continue et il chante encore Elvis. Et c'est vraiment, et c'est comme ça, hein, Elvis, quand vous êtes dans cette filière, dans ce fil, à la fois de la musique, du chant, il est partout. Il est partout. Moi, partout où je vais, il y a Elvis qui vient me faire des clins d'œil. Donc j'arrive sur une île des Caraïbes, une île perdue. Il y a la première affiche que je vois, c'est Elvis qui est là. Je vais aux États-Unis, c'est Elvis tout le temps. Je vais dans un magasin, j'entends la voix d'Elvis. Voilà. Donc il y a c'est quand même un focalisateur, hein. Donc il rassemble tout ça, et puis alors sur le plan du look, Elvis. Alors on en parle maintenant ou j'avais envie de vous demander comment est venu ce branchement à Elvis, parce qu'à un moment donné, alors peut-être que c'est vrai que vous faites partie d'une génération où Elvis est arrivé dans la vie des gens. Oui. Moi j'ai connu dans ma famille quelqu'un qui raconte qu'Elvis, tout d'un coup c'était Edith Piaf, Brel, Léo Ferré, et puis tout d'un coup, boum, arrive Elvis qui se déhanche. Enfin, c'est quand même bon. Alors on peut comprendre qu'il y a eu une passion où tout d'un coup les gens ont dit waouh. Voilà. Donc voilà, je me demandais comment vous étiez branché à Elvis. Eh bien, alors moi ça a été plutôt vers le tard, hein, vers ma quarantaine. Lorsque j'ai quitté la province pour monter à Paris,
Au mieux vaut tard que jamais. Et c'est là que, comme j'ai dit tout à l'heure, Paris est un immense terrain de jeu. Et donc, je me suis dit, la première chose que j'ai fait en arrivant à Paris, c'est d'aller danser. Donc, j'ai écumé toutes les boîtes, j'ai fait toutes les musiques, dans Paris. Et puis, la deuxième chose, c'est chanter. Donc, il y a eu cette possibilité avec des amis de faire ce groupe. Et après, Elvis est venu parce que on a étudié ses chansons, on a essayé de les interpréter en français. Et puis, il y a eu ce retour aux sources. Et donc, Elvis, mais je l'ai pris tellement complètement, c'est-à-dire qu'il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté d'Elvis... icône, légende, magique. Et ce qui fait que dans mon travail, je me suis servi, donc on pourra peut-être revenir, je ne sais pas comment, mais je me suis servi d'Elvis comme d'un totem. Et j'ai vraiment travaillé comme une voix chamanique. Pour moi, Elvis a été très important dans mon travail social. Et donc, bien entendu, les costumes, puisque quand vous allez à Graceland, on voit ces costumes. Et puis même après j'ai visionné j'ai tout visionné sur Elvis, ses films, etc. Les concerts, il était vraiment... C'était quelqu'un d'intemporel, c'est-à-dire que sa façon, même au quotidien, sa façon de s'habiller, c'était tout de suite la classe. C'était ça, il mettait une chemise, un blouson, des baskets et hop, c'était la magie d'Elvis. Alors certains racontent que même à Memphis, il allait s'habiller dans une boutique là-bas où il y avait les costumes des Noirs, parce que c'est En fait, il a drainé aussi sur un plan vestimentaire j'ai fait un petit dans mon blog sur Elvis, j'en parle un peu. Il a aussi drainé tout ce qui était avant lui. Donc ses costumes Zazou des Noirs là-bas à Memphis, et il a fait un mélange de tout ça. Donc la country avec les pantalons, les chemises brodées. Oui. C'est vraiment les paillettes. Alors il arrivait dans un magasin et avant il n'avait pas d'argent et le vendeur disait, on le voyait, il venait rôder là. Puis après quand il a pu il s'achetait des choses vraiment excentriques. Mais il avait déjà un charisme. Il était habillé comme un va-nu-pied, mais c'est vrai qu'il a une beauté particulière. Ah, totalement. Il a vraiment, il a quelque chose d'éternel, d'intemporel. Alors c'est vrai que sur la fin, il était un peu, il y a le côté Elvis un peu difficile, mais comment peut-on gérer cette énergie qui vous prend? C'est pas possible. L'être humain, il faut qu'il soit armé, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit solide. Et c'est vrai que c'était un petit gars de l'Amérique du Sud, et puis sur qui, l'or est tombé, et ça a été certainement difficile à gérer pour lui. Il a fait sa recherche spirituelle, il a essayé. Donc il a fait ce qu'il a pu et il a été, pour tout le monde, il est vraiment un exemple, quoi. Donc il y a des tas de livres écrits sur lui qu'on peut trouver et c'est vraiment donc il mettait des pantalons rouges avec des chemises vertes. Il avait des fuseaux noirs avec sur les côtés des galons. Alors et des chemises roses à jabot. Enfin, il est même venu une fois habillé avec un boléro de toréador, et il mariait tout ça, et c'est vraiment, ça passait. Et on le voit dans ses films, il a une aisance à porter le vêtement. Et alors, bien sûr. Étant donné que je suis tombée là-dedans quand j'étais petite, ça ne pouvait qu'alimenter. Mais c'est merveilleux de voir combien il vous habite. Et aux États-Unis, on voit beaucoup d'endroits comme ça. Il y a même le musée Elvis is Alive, de gens qui disent j'ai eu Elvis au téléphone, j'ai eu Elvis au téléphone, ou qui prennent des photos d'une apparition à une fenêtre et on voit derrière en filigrane vraiment le visage d'Elvis. On sent que Elvis, c'est presque une religion. Tout à fait. Mais je crois qu'il y a une religion,
je crois qu'il y a une religion à Memphis. Il est étudié à l'université et je pense qu'il y a une église d'Elvis et il commence à faire des miracles. Ouais. En fait, pour moi, il y a vraiment eu un miracle puisque dans mon travail justement, comment vous utilisez Elvis? Et je trouve ça très intéressant par rapport à Elvis lui-même dans le monde noir, entre guillemets, hein, Memphis, les Noirs, le blues, etc. Et c'est marrant que vous, dans votre travail social, vous faites ce lien aussi avec ce personnage et avec cette histoire de l'Amérique. Oui, alors oui, c'est très particulier parce que j'ai eu comme ça, c'est le nom, c'est-à-dire qu'il y a une personne en difficulté qui arrive et qui porte le nom. Alors j'ai eu un jeune noir qui était assez très délinquant et qui s'appelait Elvis. Il disait « Je ne sais pas ma mère où elle a été prendre ce nom ». Mais bon, Elvis oblige, il me disait. Alors, il buvait du mousseux, il venait avec des costumes et il me disait toujours Elvis oblige. Alors, c'était une façon pour lui, non mais surtout, j'ai travaillé avec une famille française dont les enfants étaient placés déjà depuis tout petit, hein, qui avait avec des problèmes de précarité, de maltraitance. Et donc, les parents étaient fans d'Elvis, et le père surtout. Et les enfants s'appelaient Eddie, Marilyn et Elvis. Oh. Et donc, moi, j'ai eu à m'occuper des deux enfants, Eddie et Marilyn, alors qu'Elvis, non, j'ai pas eu à m'en occuper, mais il était présent. C'était un autre enfant qui n'était pas avec la famille, et donc cette famille était en grande difficulté. Les parents ne travaillaient pas, ou étaient en chômage, ou travaillaient d'une façon pas systématique, et ils vivaient à l'hôtel. Et donc, lorsque le dossier m'a été confié, il fallait vraiment que je puisse faire à nouveau le lien entre les parents et les enfants qui étaient placés en famille d'accueil. Donc, les premiers temps, ils sont venus à l'hôtel voir leurs parents. Et puis, je me suis dit, donc je ne savais pas toute cette histoire par rapport au père, à Elvis. C'est en discutant avec la maman, parce que dans ce travail-là de protection de l'enfance, on travaille beaucoup avec les parents, et ce sont des heures et des heures de discussion, d'approche. Enfin, c'était comme ça qu'on travaillait il y a quelques années en arrière. Maintenant, je ne sais plus les conditions. Mais donc, et cette maman m'apprend que son mari, qui ne se déplaçait jamais, qui ne voulait pas recevoir du travail social, donc était fan d'Elvis comme elle aussi. Alors j'ai dit qu'à cela ne tienne, toutes les deux, on va faire de sorte de le mobiliser. Et donc vous allez lui dire que moi aussi je suis fan d'Elvis, que je suis allée aux États-Unis. Alors là, elle a eu des yeux comme ça parce que eux, jamais ils pouvaient envisager d'aller aux États-Unis. Elle en a parlé à son mari et il est arrivé dans mon bureau avec les rouflaquettes. Les Santiago, le jean et tout ça. Oh là là. Et à partir de là, on a dit, avec l'énergie d'Elvis, eh bien, on va s'en sortir. Donc, vous faites ce que vous avez à faire de votre côté, vous le priez, vous vous mettez en lien avec lui, et moi, je fais ce que j'ai à faire de mon côté. Et donc, avec l'aide d'Elvis, et ça a été très très rapide. Du coup, la maman, elle a été dynamisée, elle a passé un concours, elle a pu obtenir un travail. Moi, par le biais de ce travail, j'ai pu obtenir un appartement social, ce qui est très difficile à Paris, mais avec aussi l'espoir de rendre les enfants à cette famille. Le père a trouvé du travail aussi. Et donc, toujours avec l'aide d'Elvis, on a eu cet appartement. Alors là, je suis allée dans l'appartement. Et donc, il y avait du Elvis partout. Ils m'ont reçu, ils étaient contents. Le grand-père venait habiter avec eux. Enfin bref, c'était la joie. Et puis Elvis allait pouvoir revenir sur Paris aussi. Ouais. Et voilà. Et donc, les enfants ont été rendus. Et c'est vraiment quelque chose de très touchant. Histoire. Voilà. Et l'été d'après, j'ai reçu... alors, toute la famille, ils m'ont offert un grand cadre avec Elvis. Tout le monde a signé. D'ailleurs, il est à la maison. Il était dans mon bureau. Donc, bien sûr, dans mon bureau, j'avais Elvis partout. Et puis, l'année suivante, toute la famille m'a écrit une carte en disant, voilà, les parents vivaient en concubinage, nous nous sommes mariés.
Et nous sommes tous ensemble et tout le monde a signé avec Elvis. Et Oh grâce là à là. vous, merci. Voilà, c'est un métier très difficile, mais de temps en temps, il y a des petites choses comme ça qui fait que on continue Oui, et que oui. voilà. Non, mais vraiment. C'est Elvis, vraiment des belles histoires, c'est miraculeux. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais alors, vous utilisez, c'est bien parce que vous avez dit, j'ai pris l'énergie d'Elvis, donc salvatrice, hein, ça a tout sauvé. Oui. Ça a sauvé la Oui, famille, oui, ça a oui. sauvé tout Parce le monde. qu'on y croyait, puis ces gens-là étaient là-dedans. Moi, je l'ai fait que en miroir Oui, c'est ça. avec eux, et donc je n'ai fait que solliciter. Ouais. J'aime beaucoup ce mot solliciter, Ouais. ce qui était en eux, quoi. Et ils se sont appuyés là-dessus et ils ont pu s'en sortir. En fait, moi, je n'ai été que l'instrument. Le catalyseur Ouais, de tout ça. tout à fait. Voilà. Et Elvis, donc tout le temps présent. Quand j'ai quitté les États-Unis, j'ai pris le shuttle pour aller à l'aéroport. Il y avait un beau noir qui conduisait et il me dit « Oh, quel est votre nom en anglais ?» Alors je lui dis mon nom et je lui dis « Et vous, Elvis ?» Oh, Mon Dieu, quel clin d'œil avant de partir. C'était vraiment... c'est extraordinaire. ouais, Hein. c'est extraordinaire. Voilà, donc Elvis avec sa flamboyance, ses costumes, et c'est vraiment... on ne peut pas oublier. Quand vous êtes dans cette filière-là, vous êtes cela. Ouais. Elle passe à travers vous et vous êtes cela tout simplement, quoi. Il y a pas, c'est pas, Mhm. je me creuse pas la tête. C'est Ouais, voilà, ouais. ça se fait tout seul. Ça me fait penser au chamanisme aussi. J'imagine qu'il y a des choses un peu similaires dans l'utilisation de l'énergie. Comment Alors c'est ça ce que moi j'appelle les voies chamaniques, parce que c'est vrai que il y a après, c'est vrai que si on a la chose à l'intérieur de soi, on va trouver le maître qui va arriver, qui va vous enseigner. Et puis après, c'est au quotidien, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pas le fait d'être, voilà, surtout en étant à Paris, en milieu urbain. Et normalement, le chaman, il est au plus proche des gens et il est en vibration avec eux, il est le miroir, donc il est là où ils sont. Ouais. Donc moi, franchement, en plus j'ai eu, là je peux en parler parce que je ne travaille plus, j'ai pris la vacance et donc sinon il y a un droit de réserve, mais là je peux le dire, dans le cadre de mon travail, j'ai pu vraiment pratiquer ces voies chamaniques, et à ce moment-là, lorsque vous êtes ouvert à ça, tout est support. Tout est support, donc j'utilisais tout. À la fois le côté officiel, les psychologues, l'ethnoclinique, qui a été très enrichissant pour moi parce que c'était l'ouverture sur d'autres racines, d'autres cultures, et ça m'a permis de retrouver ce qui se passait pour nous ici dans nos propres racines, notre patrimoine gaulois, celtique, de faire des liens, parce qu'en fait c'est ça, de travailler sur le monde de l'invisible, parce que toutes ces manifestations, tous ces êtres qui viennent d'autres cultures, ils sont beaucoup. Nous, on est déjà tellement on est intellectuel. On est très intellectuel, on est très mentalisé, on a perdu tout ça. Eux, ils sont encore à ce niveau-là, à ce niveau un peu très premier, et donc ils nous apportent cette connaissance. Et moi, je remercie toutes ces familles qui m'ont permis d'aller vraiment dans cette découverte-là. Donc, ce sont les familles africaines, les milieux maghrébins, les familles d'origine antillaise, les gens des pays asiatiques aussi. Voyez, voilà. Et puis de reporter ça dans notre propre patrimoine. Donc, je travaillais dans un cadre très très précis, et j'étais très respectueuse du cadre, mais avec l'accord à la fois de l'administration et de la justice. Je sortais hors du cadre. C'est ça les voies chamaniques. Je sortais hors du cadre et donc j'allais au plus proche de ces gens qui sont, de ces jeunes, et à la fois des familles qui sont dans l'errance. Donc il faut aller les chercher et les ramener dans ce cadre qui est le cadre de la société, mais qui après, une fois que vous êtes dans le cadre, vous pouvez toujours sortir du cadre. Et l'instant où vous avez une solidité de base, vous pouvez à partir de là naviguer dans tous les cadres, dans toutes les extérieurs, alors que eux,
ils avaient rompu les amarres avec toutes sortes de cannes, mais même au niveau des nécessités vitales, physiques, le toit sur la tête, même les vêtements, très important le vêtement. Manger, dormir, ils savaient plus. Non, ils étaient vraiment. Alors tout ce qui est relationnel avec la famille, les études, tout ça c'était terminé, et donc il restait plus que une sorte de folie qui les tenait en vie quand même. Donc vous les reprenez à cette folie-là pour les. Donc je les reprenais à ce niveau-là et j'essayais de ramener. Alors des fois je ramais. Des fois, en fonction de l'être aussi, je pouvais aller très loin, et d'autres fois, je me contentais que du cadre. Voilà. Donc, j'ai tout utilisé, en passant de la pierre, des petites pierres, parce que j'avais aussi, dans l'article de Planète Gaïa, je parle de ça, de ce dysfonctionnement social. Et donc, tous les images, les prières, si c'est quelqu'un de religieux, les animaux totémiques, le vêtement, les éléments, terre et au feu, les pierres, tout. J'utilisais tout, et j'avais un arbre à souhait. Alors, qui est en lien avec l'Inde. Donc, ça permet aussi de faire ce lien. Et voilà, donc on pourra revenir sur les voies chamaniques si vous... Et quel est cet arbre à souhait donc, alors cet arbre à souhait, lorsque je suis partie en Inde, c'était au moment de la Kumbh Mela, qui est une fête religieuse qui a lieu tous les 12 ans ou tous les 24 ans. Enfin bon, bref. Donc la dernière était en 2001, donc là elle a eu lieu en 2013. Il y a toujours des petites Kumbh Mela. Et c'est un rassemblement vraiment religieux très important dans des lieux où on dit qu'une goutte d'immortalité est tombée. Parce que lors de la lutte des démons, les dragons, les démons, le bien, le mal, ça on retrouve ça dans toutes les cosmogonies, dans toutes les mythologies. Il y a toujours plus ou moins ça. Donc il y a des gouttes d'immortalité qui sont tombées à certains endroits, dont un pas très loin de la ville... la plus religieuse de l'Inde, Benares, appelée Varanasi, pas très loin de Khajuraho aussi, à Allahabad, ça s'appelle. Et donc, je suis partie à l'aventure. J'ai retrouvé des amis là-bas. On s'est tous retrouvés à Benares. Certains sont partis, sont allés à ce point d'immortalité au moment de la Kumbh Mela, d'autres un petit peu après. Et moi, lorsque j'y suis allée, j'avais emmené, alors j'avais plein d'ex-voto. Donc, tout ce qui était la famille, c'était ma mère qui s'en était chargée. Donc, j'avais plein de petits papiers avec tout ce que les gens voulaient, etc. Et puis, j'avais moi-même fait des ex-voto personnels, mais aussi de mon travail. Et j'avais mis toute l'aide sociale à l'enfance de Paris dans un énorme ex-voto. Et donc, à ce point d'immortalité, j'ai trempé moi-même et j'ai fait partir tout ça. Et ce qui fait que quand je suis revenue, comme c'était les années 2000, donc on était en 2001, mais j'avais reçu une énorme carte postale. Et puis bon, en tant que voix chamanique, c'est vrai que l'arbre à souhait, ça fait partie de cette image. Et puis je me disais, bon, un arbre à souhait. Et j'avais cette immense carte postale qui souhaitait la bonne année 2000, avec plein de tourbillons, de machins, avec le bonheur, la santé, etc. Donc j'ai mis ça donc on voit la photo dans l'article. J'ai mis ça sur un mur du bureau. Et puis j'ai dit voilà, c'est l'arbre à souhait avec Ganesh, Shiva et Parvati, puisque Shiva c'est le dieu de Varanasi, de Benares, et Ganesh c'est l'enfant de Parvati et de Shiva, et c'est celui qui fait que les choses peuvent s'accomplir. Et donc, on a commencé à mettre, et les gens sont venus, les familles, les collègues, les enfants, et tout le monde mettait. Alors on mettait pour avoir un appartement, pour réussir un examen, pour trouver un amoureux, pour avoir la santé,
tout quoi, de l'argent, mais c'était surtout pour avoir un métier, un travail, etc. Et c'est vrai que tous mes jeunes qui ont mis pour réussir leur examen ont réussi. Oh là là. Et j'ai même eu un juge des enfants qui m'a dit mettez-moi dans l'arbre à souhait parce qu'elle était très très malade et donc. Et elle a été sauvée. Oui, elle a été sauvée. Wow, belle histoire. Elle a été sauvée et donc alors magie. Champ morphogénique, point focus, on ne sait pas, mais bon, il y avait cette chose-là, et donc, voilà, et je l'ai utilisé comme support, voilà, et c'était vraiment... C'est extraordinaire. Oui. Alors, en revenant, parce que pour l'Inde, je voudrais quand même que vous racontiez cette légende extraordinaire, parce que vous avez été la déesse, faut le dire. Et j'ai relu encore en venant l'article de Planète Gaïa du numéro 13 où vous expliquez tout ça. C'est extrêmement bien rédigé, c'est beau, c'est une belle, presque une romance de votre voyage en Inde. Et ça finit par cette puja où vous vous mettez à danser en pagne. C'est extraordinaire ça quand même. Oui, alors c'est vrai que l'Inde c'est très particulier, hein. C'est une énergie où ça passe, où ça casse, parce que c'est vraiment, vous côtoyez la mort à tous les coins de rue, il y a des choses magnifiques comme il y a des détritus, enfin voilà, et puis Bénarès c'est le vieux Bénarès, hein. Donc il y a les gâtes avec la crémation, enfin tout ça, et c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est une ambiance, donc votre âme, votre entité, votre moi profond ne peut que vibrer, et donc il vibre là où vous en êtes. Et moi, j'en étais peut-être au niveau de la déesse, j'en sais rien. Et vraiment, peut-être de la mère divine qui, dans ce travail, génère le travail aussi des voies chamaniques. Donc, et du coup, c'est ce qui est ressorti. Alors, c'est venu petit à petit parce que je me promenais sur les gâtes. Et là, il y avait tous les jeunes gens qui étaient là et qui vous vendaient des tas de choses. Voilà, ils attrapent un petit peu le touriste. Et puis, ils vous disaient, mais vous faites quoi, vous, dans la vie? Alors, moi, je disais, mais je m'occupe des lost children. Oh, good karma, good karma. Et alors, et voilà, et donc, je me suis habillée comme, je mettais pas le sari, hein, mais le pantalon, le vêtement, l'autre vêtement indien. Et donc, je mettais à ma façon, je me mettais des choses dans les cheveux, tout ça. Et quand il me croisait, il disait good design, good design. Et voilà, et puis donc je suis restée là et je me suis retrouvée avec tous ces jeunes, et c'était des jeunes gens, hein, c'était pas des mineurs, hein, parce que les enfants sur les gâtes, il y a quand même des petits mendiants, hein, mais c'est une caste, bon, il y a pas, les castes n'existent plus, mais il y a encore, c'est bien séparé. Donc tous ces jeunes m'ont pris en amitié, en relais, et j'ai rencontré Shiva. Donc Shiva, puisque c'était les shivatries, c'était pendant les shivatries, c'était aussi pendant la Kumbh Mela, donc il y avait tous les sadhus qui étaient descendus de l'Himalaya et qui étaient là, avec toutes leurs couleurs, leurs choses. Alors ils vous appelaient, venez, parce que pour un sadhu, il faut avoir possédé une femme occidentale. Ça fait partie de leur chemin initiatique. D'ailleurs, on dit à Bénarès, il faut se méfier des veuves, parce que si elles sont veuves, voilà. Des taureaux, parce qu'il y a le gap des taureaux, ils arrivent, ils sont écumants, voilà. Et des sadhus, parce que les sadhus, come on. Et donc, et puis alors, il s'approchait, je me rappelle, il y en a un jour, il s'approchait de moi, il m'a pris dans les bras, et puis il a sorti de un appareil photo, et il a demandé à quelqu'un de me prendre, un autre sadhu de me prendre en photo. Voilà. Donc, les pèlerins étaient là avec toutes les couleurs, c'est magnifique, le blanche, enfin. Voilà, et donc j'étais certainement dans cette énergie-là, à la fois de la déesse, mais à la fois de trouver ma polarité féminine, c'est-à-dire ce côté réceptif au sommet, quoi. Et donc j'ai rencontré un Shiva
qui a été mon compagnon pendant cette période. Oui. Et donc, comme c'était les shivatris, c'était très particulier. Les femmes ne sortent pas, hein, ce sont les hommes qui circulent dans les rues, ils prennent du bétel, donc ils sont, ça peut monter c'est très violent, fort, il paraît. ça peut, voilà, même être violent. Mais moi, j'ai toujours été protégée. Donc, Shiva, il avait toute sa cour autour de lui et il me protégeait. J'avais même un Ganesh qui était, voilà, et il m'appelait Parvati. Mais moi, je leur disais Parvati, Parvati par-ci, Parvati par-là, mais en fait, Shiva, c'est moi. Parce que dans cette recherche de la polarité féminine, automatiquement polarité masculine, donc mon Shiva intérieur. Et donc, j'ai connu ça. Et il y avait donc, comme c'était le côté religieux, il y a un ghat qui est fait pour les pujas, qui sont des manifestations religieuses, avec les tambours, avec les danses, etc. Et donc, certainement que Shiva, on l'avait sollicité en lui disant, là, l'occidental, là... je pense que c'était ça. Donc un jour ils me disent mais c'est pas Shiva qui s'est occupé de moi, c'est vraiment tous les personnages qui étaient autour de lui. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans un bateau et ils m'ont emmené de l'autre côté du Gange parce qu'il y a la partie qui est comme un no man's land. Il faut pratiquement, il y a personne qui va, où il faut payer un dû, ou alors c'est très religieux, c'est très particulier. C'est secret. D'ailleurs il y a rien pratiquement. Donc ils m'ont emmené là, ils m'ont mis dans une cahute, ils m'ont demandé de me déshabiller, ils m'ont mis un pagne et ils m'ont remis dans le bateau et arrivé au milieu du Gange, ils m'ont demandé de me jeter à l'eau et donc de nager, de me jeter à l'eau et donc certainement pour une purification. Moi j'étais là, je suivais, hein, je me disais bon ben voilà. Et le soir ils m'ont demandé de danser lors de cette puja. Alors je vous dis pas, ça a été vraiment... Et ce jour-là, il y avait des djembés, c'était un Belge qui faisait les djembés en même temps. Donc c'était un peu le pulsif que je retrouvais dans les Rainbow Gathering, hein, avec tout le temps les djembés, les drums, et voilà. Et du coup, eh bien, je me suis mise dans les mains de la déesse mère, voilà, et j'ai fait un petit peu... une incantation à la terre et au ciel, voilà, qui est quelque chose. La cérémonie, c'était vous, quoi. Oriental, voilà. Et donc, puisque moi, je pouvais pas faire la danse indienne, donc j'ai fait ça. Donc, j'allais chercher à la terre et je ramenais au ciel. Et intérieurement, donc j'avais ce chant à la déesse et je regardais autour de moi, il y avait tous ces yeux noirs qui me regardaient, les femmes et les hommes, surtout les enfants, et je dansais, ils étaient tous là, et puis donc j'ai mis vraiment mes yeux dans tous ces yeux-là et ça m'a vraiment guidée, et voilà. Et le lendemain, quand je suis retournée me promener, parce que j'habitais vraiment dans une guest house, il y avait d'ailleurs une guest house qui s'appelait Elvis, parce que Elvis étant toujours là. Et donc, je me promenais, et les petites mendiantes, elles sont venues, elles m'ont apporté des bonbons, et puis elles me disaient good dancer, good dancer. Ah, c'est une légende, mais vraiment extraordinaire. Voilà. C'est extraordinaire quand même. Hein. Ouais. Et entre-temps, j'étais allée à Khajuraho, là où il y a tous les temples avec toutes les scènes érotiques. Oui. Voilà, mais en fait, érotique, c'est sacré. Hein, voilà. Et arrivée dans la ville, donc j'avais fait une première période à Varanasi, et donc la puja est venue dans la deuxième période. Donc je suis partie. Donc ça faisait vraiment un périple initiatique, exotique, mais initiatique. Et donc à Khajuraho, il y a un Indien, parce que les Indiens ils sont toujours là, prêts à vous bondir dessus, mais très gentil, hein, très gentil. Donc il s'est proposé de me faire visiter les temples, la ville, et on est rentré dans un lieu très où je pense que les Blancs ne rentraient pas facilement. Donc vraiment très sous terre, et avec un énorme phallus, enfin un lingam, puisque le côté sacré du phallus, c'est le lingam, donc représenté par une pierre, avec le yoni, qui est donc la vulve sacrée féminine, avec ils mettent du lait qui coule, fait des offrandes, des fleurs, parce que là-bas ce sont des vraies fleurs, hein, tous les jours
Varanasi, vous avez donc Om Nayam Shiva toute la nuit. Vous avez, moi j'étais tout le temps recouverte de colliers, de choses comme ça. Il y avait des l'encens partout et donc il m'a amené là et j'ai vu cette chose-là qui a été vraiment le déclencheur peut-être. Eh ben oui, parce que j'ai vraiment fait la fusion de mes polarités. Et alors là, il m'a dit est-ce qu'on peut aller à l'hôtel pour faire la même chose avec une fois qu'on a vu toutes les parce que pour eux, la femme occidentale, c'est vraiment celle qui est ouverte à tout et qui peut permettre. Et je lui ai dit ah non, parce que je crois que là-bas à Varanasi, il y a quelque chose qui m'attend. Et je suis partie, j'ai pris l'avion. Mais vraiment toute seule, je suis repartie, j'ai pris et je suis arrivée, et c'est là qu'après il y a eu la puja et tout ça, la consécration. Après je suis restée quelque temps, puis je suis rentrée à Paris. Alors je peux vous dire que à Paris, j'ai pleuré pendant. Oui, ça on veut bien croire. Et ce que je raconte dans mon article, quand je suis arrivée au travail, il y avait le vigile, il m'a dit salut à toi déesse, tu es revenue. Comme quoi, et vraiment c'était incroyable. Vous écoutez toujours Ma joie de vivre numéro 2 avec Djalila et on évoque maintenant l'art du vêtement. Alors, je crois que vous avez un joli texte à nous dire un petit peu pour nous présenter parce qu'évidemment, on va retrouver les couleurs, Elvis, les voyages. Je crois que c'est vraiment un aboutissement de tout Solevidad. ça. Solevidad. Alors là, alors déjà Solevidad, qu'est-ce que ça veut tous dire? Les personnages. Alors Solevidad, c'est donc l'empreinte, enfin la marque que j'ai trouvée pour mes créations de costumes pour Fashion Show. Voilà, et donc dedans il y a Soleil, la vie, Elvis. On retrouve toutes les... Voilà, et ça a donné Solevidad. C'est beau, hein. En plus, c'est vraiment... Alors là, c'est solaire, hein. Rien que quand on prononce le nom, on est... Waouh, ça pulse. Alors, est-ce que vous voulez... Je crois que vous avez un petit texte. Oui, alors j'ai un petit texte parce que, ma foi, on se fait plaisir. Bah oui. Donc, l'art du vêtement. Alors, pour sortir de la grisaille, il n'y a que la couleur qui aille. Et l'art du guisement, entre guillemets, permet dans l'instant de la pratiquer divinement. Alors chacun est acteur de son propre théâtre quotidien, l'existence, et choisit le costume approprié à la grande scène, la grande messe de la vie, pour ajouter de la joie à la joie. Oh là là, c'est magnifique, ça pourrait presque être un texte de Ma joie de vivre, ça. Hein. Ah ben oui, tout à fait. Ben, j'en profite, hein, parce qu'une émission comme ça, c'est vraiment cadeau du ciel. Hein. Oui, tout à fait. Alors, Solevidad, quand on va sur le blog et quand on voit les images, c'est quand même extraordinaire. Quelle créativité. Oui, en plus de ça, très traditionnel. On retrouve le côté traditionnel, hein, parce que j'ai vu terre au feu, vous utilisez un peu la symbolique. Oui. C'est foisonnant, hein. Oui. Alors, on commence par quoi? Alors, ça a commencé comment, en fait, Solevidad? Eh bien, un fashion show qui voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que bon, toute cette maturation à l'intérieur, toutes ces couleurs, il fallait qu'un jour, ça sorte et sous forme de défilé, de fashion show. C'est comme un aboutissement, comme un enfant, voilà, comme un accouchement même. Alors donc, c'est parti comme ça et je me suis dit, il faut que j'y arrive. Et il y avait le projet de passer un été à Ibiza et donc je savais que mes amis, ma tribu d'amis toujours présents seraient là, donc je me suis dit je vais utiliser toutes ces belles énergies, toutes ces belles personnes pour porter ces vêtements. Donc, ce sont des vêtements pour un petit peu dans l'esprit d'Ibiza, parce que je voulais honorer l'île, parce que c'est une île qui est quand même une terre d'accueil, qui a accueilli les hippies, mais lorsque on remonte à l'Antiquité, elle a toujours été ce lieu de ressources, puisque les Phéniciens sont venus, les Sumériens, les Romains, les Égyptiens, etc. Donc, même actuellement, Ibiza est quand même un phare où on retrouve toutes ces tribus, toutes ces colorations avec les Espagnols, les Anglais, les Sud-Américains, les Allemands, les Français, et puis tous ceux qui viennent, les Gitans, enfin voilà. Donc c'est vraiment, c'est aussi un creuset. Donc ça ne pouvait être que là. Donc je suis partie comme ça à l'aventure.
Et j'ai travaillé, puisque je travaillais la journée, j'avais des journées bien chargées, donc je travaillais la nuit. Et c'était pendant la Coupe du monde de football à Paris Donc en ça, 98. Voilà, c'est 98. Donc c'était, je regardais, j'avais la télévision, ça me tenait, et je faisais mes créations. Et donc j'avais cette idée de l'esprit d'Ibiza. Alors Ibiza, donc terre d'accueil, donc il y avait le côté hippie qu'il fallait que je traduise, le côté Ibicenco, c'est-à-dire les brujas. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors les brujas, ce sont les femmes d'Ibicenco, les sorcières, mais qui ont, si vous voulez que j'ai traduit dans le folklore, on les trouve dans les anciennes, enfin les paysannes. On voit plus maintenant ce costume-là, mais on les voyait encore dans les années 90-2000. Donc elles étaient avec leurs fichus, leur robe noire, leurs fichus, la grande tresse. Et c'était vraiment le typique d'Ibiza. Et ça avait donné l'habit de la sorcière d'Ibiza. Sorcière dans le sens sourcière, c'est-à-dire la dame de connaissance qui connaît les herbes qui guérissent, qui aide à la passation des naissances, de la mort, etc. Comme chez nous. Je pense que tout le monde sait ça et que je n'ai pas à revenir là-dessus. Et donc il fallait donc honorer ce côté-là. Et puis Ibiza, terre chamanique, avec l'eau, la terre, cette terre ocre vraiment puissante, l'eau, la mer, donc cette eau qui entoure cette île, le feu, puisque c'est le soleil, ainsi sun and sex, soi-disant. Et puis, donc, terre et l'air, tout ce qui circule, toutes ces idées, toutes ces tribus, toutes ces spiritualités, tout ça, c'est Ibiza, c'est là vraiment, et ce côté terreau chamanique, voilà. Donc, les 4 éléments, terre, air, eau, feu. L'hommage à la déesse de l'île, Tanit, et que je voulais faire aussi en lien avec la décadence de l'île, c'est-à-dire que Tanit représentant l'unité, la décadence, la dualité, donc un personnage décadent parce que c'est aussi une île de la décadence, avec les drogues, les fêtes, les rêves partis, les fêtes, etc. Encore les fêtes, c'est pas forcément décadent puisqu'il y avait quand même des fêtes à la lune, il y avait des fêtes très chamanes, très chamaniques, et puis avec toutes les discothèques. Mais vous savez, Ibiza, c'est un tout, c'est un lieu, c'est un écrin, et tout ça se marie, s'interpénètre. Il n'y a pas d'un côté les discothèques et puis de l'autre côté les fêtes privées, les fêtes. Tout ce petit monde-là, tous ces néo-païens, néo-hippies, tout ce qu'on veut, New Age, pas New Age et compagnie, tout ce petit monde s'interpénètre. Et donc, les discothèques, viva la discothèque, là. Donc voilà, j'ai voulu représenter tout ça en 12 personnages, parce que 12, c'est quand même un chiffre important. Les 12 signes astrologiques qui ont leur couleur, les 12 mois de l'année, voilà, c'est quelque chose de complet, c'est une complétude. Et puis le dernier personnage, la mariée, avec une inspiration égyptienne, puisqu'il y a quand même l'Égypte est présente avec les habitations, les fincas. Dans le côté phénicien, parce qu'on peut dire. Phénicien, donc avec le côté, alors très dénudé, puisque à Ibiza, les hippies ont obtenu qu'on puisse avoir les seins nus, et voilà, et donc j'ai pu sortir. Et alors ça se créait comme ça. J'avais le personnage, et puis le tissu m'amenait le personnage m'amenait le tissu, les attributs et tout. Et j'ai tout fait, vraiment, j'ai conçu les coiffures, les habits des pieds, les bijoux, tout. C'est extraordinaire. Quand on va voir les photos, c'est de la haute couture, vraiment. Mais je sais pas, c'est venu comme ça. Et puis il y a un vêtement en plastique. Vous avez fait. Il y avait aussi, j'oubliais l'écologie. Donc j'ai fait, puisque là-bas ils sont très férus d'écologie, de recyclage. Donc j'avais fait avec du fil en plastique, donc découpé des sacs en plastique. J'ai fait tout un vêtement que j'ai après customisé, pour voilà. Et c'était vraiment, donc ça représentait bien l'île.
Donc du coup, portée par ça, je venais honorer Lille. Lille m'a honorée. Donc je suis partie avec ma petite Twingo. Mes amis, c'était mes mannequins, mes fidèles amis. Et puis que je savais que j'allais retrouver là-bas. Et puis donc ma petite Twingo, le coffre plein et le bateau et voilà. Et Ibiza, voilà. Et là, j'ai vraiment, c'est là qu'il y a vraiment un Dieu de la Providence. J'ai été aidée. Je suis allée voir avec un ami qui connaît bien Lille. Je suis allée voir donc la personne qui s'occupe de Las Dalias, qui est un lieu mythique, ancien, enfin où les hippies venaient, où il y avait un free market, où il y a encore des choses, donc des concerts, toutes ces choses-là dans ce lieu. Et donc le lieu m'a été prêté, la personne s'est occupée de la publicité, on a fait les photos, enfin voilà, tout s'est mis en place. Il y avait d'autres personnes parce qu'on n'est pas, on est dans le partage, donc il y avait d'autres personnes, des gens de Lille qui faisaient aussi des costumes, qui sont venus, qui ont présenté leur défilé. Il y avait aussi un défilé de personnes solitaires qui pouvaient présenter leurs costumes. Donc voilà, dans un grand défilé, 3 défilés, dont le défilé de Solevidad qui était l'apothéose. Extraordinaire. Voilà, et ça s'est renouvelé, je crois. Et la musique a eu tout. Alors après, une fois qu'on est parti sur la lancée, je suis allée aussi au club au club Med, donc on a défilé au club Med. Après, on a fait un autre défilé Ego Trip à Ibiza. Donc là, j'ai présenté un peu moins de personnages. J'ai moi-même défilé, donc c'était vraiment l'éclate, quoi. C'est-à-dire tout ce qu'on pouvait imaginer. Il y avait d'autres personnes qui participaient aussi. Donc on pouvait vivre son ego trip par le costume, par sa vesture, par les couleurs. Voilà, Ibiza permettait ça. Il y avait aussi les parades. Avant d'aller en discothèque, on faisait les parades. Donc chaque discothèque avait sa parade et on pouvait participer à la parade et on venait avec ce qu'on était, les seins nus, tout ça. Alors je donne l'image de quelqu'un qui venait avec sa nudité et des presses agrumes et des râpes à fromage et tout ça. Ah oui, il y avait ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment une image que je conserverai toujours devant moi, devant mes yeux. Alors les choses ont quand même bien changé puisque bon, Lille, c'est toujours la discothèque, c'est toujours les drogues, mais bon, là, les Français sont venus et avec leur côté un peu so chic, voyeur surtout. Voyeur et un peu noir, voilà, les choses ont un peu changé. C'est vrai que les tambours, il y a plus les fêtes au tambour parce que la drogue est devenue très importante. Donc tout ça, on a enterré les fêtes, enfin, on a enterré les tambours. Ça se faisait à Béniras. Oui. Et puis tous les rituels aussi chamaniques dans les grottes, autour des feux, tout ça, c'est Ibiza. C'est Ibiza. Mais Solevidad, c'était vraiment une apothéose. Enfin, quand je vois les costumes, il y avait un homme qui avait des fleurs collées sur lui. Oui. Enfin, il y avait des choses quand même. Ça, c'était pour l'ego trip. Donc, j'avais fait le mariage, enfin l'union. Alors l'union, donc, alors c'était là, je n'avais fait parce que je fais tout à la main, je couds tout à la main, je pas de machine, non rien. Et là, comme c'était un peu dans l'instant, ça s'était construit, donc j'avais fait, tout était noué. Donc à partir, ça tenait par des bijoux, par des fleurs, etc. Et puis j'avais représenté donc le couple. Donc lui, c'était le pas de def le hippie, avec les fleurs collées à la néoprène. Le pauvre, un grand merci si tu regardes ça, d'avoir accepté. Et donc tous les deux étaient mariés. Alors il y avait une chaîne qui les reliait, une grosse chaîne à vélo. Et puis à un moment donné, le marié libérait la mariée de la chaîne. Elles étaient vraiment extraordinaires. C'est merveilleux. Et puis toujours alors dans mes défilés. Alors après ça s'est refait à Paris, mais on reparlera peut-être de Paris. Toujours la présence du masque. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et je repense aux sorcières. Elles avaient un masque, il me semble. Elles avaient un masque sur leur coiffe. Dans les éléments terraires au feu, il y avait aussi le masque sur la tête.
Pour les vêtements hippies, il y avait aussi un masque sur le devant du corps. Ouais. Sur la décadence, elle avait une grande traîne en tulle et il y avait un masque, elle traînait un masque. Et vraiment oui, parce que pour moi, il y a un lien aussi avec le masque. Et le masque pour vous représente quoi alors finalement? Alors, c'est toute la, on peut dire c'est la manifestation, c'est quoi? C'est l'apparence, c'est la, Eh bien, disons que c'est la mascarade. c'est la mascarade. Alors, c'est vrai que le costume, c'est la mise en forme un petit peu de ces couleurs qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que là, je dis une phrase que j'ai trouvée dans le livre Les Utopies, les bâtisseurs. Chez les bâtisseurs Chez d'utopie. les bâtisseurs d'utopie de Yves Monin. On n'enrobe pas un cadeau avec du papier journal. Oui, tout à fait. Et c'est tout à fait ça. Donc une fois que les choses elles sortent, ben, vous ne pouvez pas les négliger. C'est quand même l'amour de soi, l'estime de soi. Et il faut enrober tout ça. D'ailleurs, dans enrober, il y a robe. Et donc le masque fait partie. Donc vous allez créer des personnages parce qu'à partir de cet être unique, profond, il va y avoir, peut-être qu'il y a 12 personnages en fonction des 12 astrologies, des 12 figures on va dire, astrologiques, oui. peut-être en fonction aussi des 12 archétypes, parce qu'on a des archétypes à l'intérieur de soi, comme par exemple la gitane, la tahitienne, le guerrier, la dame du Moyen-Âge. Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont, on pourrait dire, universelles. Et donc, on va déployer, en fonction du lieu, de la fête, de l'instant donné, on va déployer tel ou tel personnage, en toute conscience. Voilà, moi, enfin, c'est ce que je. C'est ça le masque. C'est ça l'art de vivre. Et donc le masque, c'est la même chose. C'est-à-dire que votre être intérieur, profond, il habite un véhicule, un personnage, qui va avoir différents masques. Voilà, donc c'est aussi une façon d'exprimer ce que l'on est. D'ailleurs, dans la tragédie grecque, il y avait les masques étaient tout simples. C'était la tristesse, la joie, et tout ça. Et puis après, ça c'est un petit peu non, parce que le masque, même si on le customise, même si on lui met beaucoup de choses autour, il reste que c'est le masque, c'est-à-dire qu'il y a une certaine rigidité à rester dans le même personnage. Donc, quand on est toute sa vie dans le même personnage, la même personne, alors qu'on a des tas de facettes, eh ben c'est dommage. On n'en développe qu'une ou deux, mais c'est vrai que souvent l'être humain ne va pas au bout de tout. Et donc, le masque peut aussi rigidifier. Donc il y a vraiment, à la fois derrière le masque, on peut tout exprimer. Alors là, j'ai vraiment rencontré le masque à Venise. Oui, ça, oui, ça bien été, sûr. Ça a été et pour les costumes aussi, oui. Les costumes, mais surtout le masque, et d'être derrière ce masque, et de jouer même avec le regard, avec les gens, quand vous êtes dans les rangs de la ville. Alors bien sûr, il y a les fêtes privées. J'ai pas eu la chance de participer à une fête privée, mais j'ai vagabondé dans Venise et j'ai joué parce que automatiquement il y a un appareil photo, vous prenez la pose et vous voyez ce qu'est un personnage à la fois dans tout son déploiement et dans toute sa cristallisation. Donc à dépasser aussi. Donc je me suis mis à faire des masques. C'est incroyable. Je pense au mot de personnage. Il me semble que ça vient de personae, qui veut dire le masque. Oui. Aussi. Donc c'est vraiment, c'est vraiment lié. Et donc ce masque, je l'ai un petit peu. J'avais le masque féminin, le masque masculin. Ça m'intéressait pas de fabriquer le masque, mais c'était d'animer le masque. Donc je l'ai fait à la façon vénitienne. Après, quand je suis allée en Guyane, j'ai retrouvé ça parce que là-bas, il y a étrangement dans leur carnaval, il y a le Touloulou, qui est un personnage qui est vraiment complètement habillé, on ne voit rien du tout, ça peut être un être féminin ou masculin, et il a le masque vénitien. Donc j'ai retrouvé ça là-bas en allant en Guyane. Alors quand je suis arrivée en Guyane au moment du carnaval, en février, j'allais dans la famille,
Et puis, tout de suite, quelqu'un m'a amené directement dans une tribu, naturale tribale d'ailleurs, Oui. qui participait le lendemain au carnaval. Et on m'a dit, tu participes. Et tu crées ton vêtement. Et j'ai pris, c'était à partir de la boue. Et on a fait ça dans l'instant. Donc j'ai créé mon vêtement. Et le lendemain, j'ai circulé dans les rues de Cayenne avec mon vêtement. Et j'allais voir les dames noires très dignes sur leur chaise, tout ça, et je faisais la blanche qui venait les titiller. Et c'était vraiment extraordinaire. Oui, c'est vrai. Et le masque est dans toutes, on le retrouve dans toutes les traditions. En Asie, le masque. Oui, tout à fait. À Bali, par exemple, partout. Alors, je sais pas, en Afrique aussi. Oui. Dans toutes. Ah oui. Alors, ça, c'est très important. Ça. Oui, Et puis, en c'est plus, très vous avez important. connu, vous, l'Afrique. Oui, alors j'ai connu l'Afrique, bien sûr, au niveau de mon travail, mais j'ai eu aussi des amis, et j'ai eu à un moment donné un compagnon qui était un Africain, qui était le fils d'un faiseur de masques. Enfin, il construisait pas le masque, il animait le masque. Donc d'un sorcier vraiment qui donnait. Et c'est vrai que quand il est arrivé à la maison, qu'il a vu les masques, tout de suite il s'est remis dans sa filière et c'était assez étrange pour lui de voir ça chez une blanche. Oui, certainement. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que, oui, alors j'ai des histoires sur l'Afrique, j'en ai beaucoup. Ça, c'est encore autre chose, parce que là, c'est... Toujours dans le cadre chamanique, c'est vrai que, enfin, dans le cadre de mon travail social, tout simplement, j'ai été amenée à participer à des rituels de décès et de naissance pour des jumeaux, parce que les jumeaux, c'est vraiment... Elvis avait un jumeau. Oui, tout à fait. Oui. Les jumeaux, c'est vraiment quelque chose de très important en Afrique. Donc, lors de la naissance de jumeaux, dont je me suis occupée vraiment depuis tout petit jusqu'à leur majorité, je les ai vraiment suivis. C'est vraiment une très belle histoire. Donc, on m'a demandé, je me suis dénudée la poitrine avec les femmes qui étaient là, à la maternité, dans la chambre. On a fait le rituel de bienvenue. Donc, les seins nus. Et à un moment donné, pour d'autres jumeaux, il y a un des jumeaux qui est parti, qui était très malade, et donc on a fait tout le rituel. D'abord, on a essayé de faire, parce que c'était son frère qui lui prenait toute la vitalité, donc on a essayé de faire qu'il lui rende, qu'il partage, et donc on a fait le rituel. Alors là, il fallait montrer ses fesses. Donc j'ai montré mes fesses. Bon. Le juge des enfants disait, oh mais c'est vraiment, vous savez, Madame Mathias, c'est vraiment quelque chose, parce que mais c'était quelque chose de clair, c'était pas caché, parce qu'on peut pas faire quand il y a la justice. Voilà, donc ça fait partie du côté ethnoclinique, de ce support qu'on utilisait. Et donc, voilà. Et puis après, il y a eu la construction. Donc, le jumeau n'a pas voulu. Il n'a pas voulu faire ami avec son jumeau. Il n'a pas accepté. Pourtant, on a tout fait. On a fait le rituel, on a donné de l'argent, etc. Et ça n'a pas marché. Et le petit garçon est parti. Je pense qu'il était trop mal, et donc on a fait le rituel de la poupée. C'est moi qui ai construit la poupée, et on l'a chargée et on l'a remis aux jumeaux qui restaient pour qu'il ne soit pas perturbé par le double de son jumeau qui pourrait venir. Vous savez, un jumeau, quand un jumeau perd son jumeau, il y a toujours une perte. Même ce serait même valable pour nous. C'est pas que chez les Africains. C'est vraiment, il faut aider le jumeau qui reste parce que c'est une perte énorme. Mais c'est étonnant parce que dans l'histoire d'Elvis, justement, le jumeau est décédé. Oui. Et on dit que c'est la même histoire. Il fallait qu'Elvis vive et devienne ce pourquoi il était fait. Voilà, mais il dit aussi, je crois qu'il en a parlé, il disait que il avait en lui cette voix intérieure de son jumeau qui faisait que ça lui donnait une certaine force et une certaine tessiture. De la voix. Que Elvis avait toutes les tessitures au niveau. Il était capable de chanter, toutes les harmonies, tous les sons.
Alors, pour en revenir aux vêtements, parce que c'était notre Oui, point, oui, notre oui, point oui. d'actualité, si je puis Oui, dire. oui. Alors, je crois que vous continuez toujours dans cette créativité foisonnante. Vous customisez beaucoup les vêtements. Oui, alors il y a eu la période des défilés qui s'est faite aussi à Paris, À Paris. parce que Paris était très ouvert, donc on a fait ça quai des Modes, C'est des modes. Canal Saint-Martin. Oui. Donc il y a des images Sur le blog. Il faut Oui. que je mette le film d'ailleurs. Et ça c'était en plein air et après on allait dans la rue, les mannequins défilaient dans la rue et les gens pouvaient venir toucher. Enfin voilà, j'avais fait les mariés, j'ai fait plusieurs, il y a eu 3 défilés 3 années de suite et puis après ça s'est refermé comme toujours. Et on avait fait les mariés du mois de mai, osons les couleurs. Donc ils étaient tout colorés. Alors il y avait les gens qui disaient une mariée en rouge. Une mariée. Et c'était vraiment un peu déboussolant, mais on avait pris Paris par la rue parce que je pense que la rue c'est vraiment un moyen d'expression. Tout à fait. Et c'est pour ça que dans le costume, on peut s'exprimer par les happenings, par les flash mobs, par les événements. Paris a beaucoup permis ça, permet encore, mais c'est la rue quand même. Oui, tout à fait. Et donc après ces défilés, eh bien, je me suis défilée. Mais pas trop, j'ai l'impression. Non, pas trop. Donc j'ai continué à être ce que j'étais, donc avec des personnages justement dans le quotidien de Paris, dans les événements, dans les fêtes, dans les festivals. J'allais le dire parce que je pensais à un festival vos vêtements m'y fait tout à fait penser, c'est le Burning Man. Ah oui, alors ça c'est encore donc il y a Paris. Et puis je me suis mise aussi, alors non pas à recréer des vêtements parce que c'est vrai que le côté couture, ça prend beaucoup de temps et puis il faut les finitions et tout. Donc je prenais des pièces déjà toutes faites et je les customisais. Alors ça aussi c'est vraiment parce que c'est aussi très jouissif. Les chaussures, enfin si on a le temps on pourra voir des choses. Oui. Et puis après il y a Paris, c'est petit, donc il faut aller à l'échelle planétaire. Donc, ça a commencé par le Nowhere, qui était une émanation du Burning Man, et alors le Burning Man, qui est vraiment le must des musts, quoi. Alors, je sais pas si vous connaissez. De nom uniquement, malheureusement, mais... Bon, il faudra y aller, je vous emmène si vous voulez, je vous ferai votre costume. Et donc, j'y suis allée 3 fois, dont une fois, le thème était les rituels de passation. Alors, vous pensez bien que c'était vraiment, j'étais vraiment en plein dans mon sujet. Et alors là, ça dure une semaine. C'est dans le désert du Nevada et on vit à 100 à l'heure. On fait des choses extraordinaires. Il y a du art car, il y a des personnages, il y a le Burning Man, il y a le man qui brûle, il y a le temps, il y a burningman.org, voilà, et vous verrez tout ça. Et donc moi là au milieu, eh bien, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai défilé chaque fois. Je me disais c'est la dernière fois que je défile pas, ils venaient me chercher. Donc ils m'ont appelée flamboyante burner. Après ils m'ont appelée, j'ai eu la dernière fois là en 2011, j'ai eu sur scène, ils m'ont remis Dynamite Burner. Wow. J'ai eu un petit badge et puis bon, Jalila from Paris. Bravo. Mais bon, à la fois c'est aussi ce côté exceptionnel, extraordinaire. Voilà, on peut dire que c'est l'aboutissement. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là. Et puis j'ai fait aussi la SantaCon convention de Paris. Ça, c'était les Pères Noël, ça, non? Oui, les Mères Noël. Père Noël et Mère Noël. Donc c'est en lien à la Santa Convention de San Francisco. Donc ça, c'est tout ce qui nous vient. San Francisco, c'est hippie, on pleure quand on pense à San Francisco, c'est tout ça. Et donc, c'est venu sur Paris, ça a lieu d'ailleurs chaque année. Et j'étais là au début, en 2009, et j'ai été élue Mère Noël SantaCon de Paris. C'est vraiment le must, c'est extraordinaire. J'étais habillée en Mère Noël. Moi, il y a quelque chose qui me fascine dans tout ce que vous faites, c'est on sent, et ça relie le chamanisme, Elvis, quand vous racontez Elvis, les miracles d'Elvis, quand vous racontez comment vous faites vos costumes, on a l'impression que vous prenez des fils et puis ça se dévide.
C'est comme Tout à fait. si vous n'y mettez pas, enfin j'ai la sensation, je me trompe peut-être, mais vous n'y mettez pas votre volonté. Non. Et donc ça se fait. Oui, Et ça se fait dans l'instant. C'est vrai. J'entends dans beaucoup de vos légendes des choses qui se sont faites dans l'instant. Enfin, c'est imprévu, Oui. voilà. Et vous êtes là, prête, et puis ça se fait. voilà. Ça coule de source. En fait, on est un support qui a été baraté, Oui, oui. laminé, Oui. enfin tout ce qu'on veut. Et puis à un moment donné, ça passe à travers vous. Voilà, vous êtes un outil. Voilà, et cela se fait. Et c'est vrai que ça coule de source. Et alors, bien sûr, c'est jouissif pour soi, c'est la joie de vivre. Hein. Automatiquement, il y a des retombées personnelles. Et ça fait partie de la légende personnelle. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui est qu'à soi et de la nostalgie qui colle à la semelle, comme je dis, alors que les souvenirs, ça peut être dynamisateur. Ça, voilà, ça c'est sous ça et ça propulse. Et c'est vrai que ça coule de source. Quand c'est cela, et ça se fait dans la justesse. Et il n'y a pas, j'ai très peu eu, la seule petite agressivité que j'ai pu avoir, c'est de me dire, oh c'est carnaval. Ah ben tant mieux, ben oui c'est carnaval. Bien sûr, vive carnaval. Donc là, il faut avoir toujours le mot, la bonne répartie, mais c'est tout. Vraiment, sinon les gens viennent me féliciter, viennent me voir. Me disent oh là là dans le quartier, mais quand on vous voit, même quand j'allais en réunion, vous êtes notre soleil, disaient les hautes sphères. Alors Djellila, vous n'organisez pas encore de visite de votre maison parce que ça mériterait, j'ai l'impression. Il faut quand même qu'avant qu'on se quitte, parce qu'on malheureusement on arrive vers la fin de l'émission, je précise aux auditeurs et surtout ceux qui verront la vidéo, cet univers autour de nous extraordinaire qui rejoint. Alors on a le médiéval, on a Elvis bien sûr qui est partout, l'hindouisme, les images, des peluches, des tissus, des couleurs, ces chamarrés, le primitif, les masques, c'est tout much, hein, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'une émission. C'était Talent de vie. Oui. Hein, je crois, Talent de vie qui était une petite, c'était quoi, 2 minutes? C'était une petite séquence après le journal de 20h sur France 2. Quand donc, même. grande écoute. Et c'était, en fait, c'est quelqu'un qui, suite au défilé de Quai des Modes, m'a inscrit. Et donc un jour, ils sonnent à ma porte et ils ont débarqué. La dame, elle est venue, puis quand elle l'a vu, elle a halluciné. Elle a dit oh, mon Dieu, mon Dieu. Donc j'ai présenté les vêtements que je faisais avec mes amis mannequins dans ce cadre-là. Et ça a été donc au journal de 20h. Et après, les gens dans la rue, ils me reconnaissaient. Même j'ai une amie, j'ai retrouvé une amie comme ça. Que j'avais perdu de vue et qui était en Italie. Et tout d'un coup, ils étaient branchés sur la télévision française et elle entend Jalila, Mathias, Jalila. Elle dit, je suis descendue au quatrième, mais c'est ma Jalila. Et du coup, elle m'a recontactée. Et voilà, c'était vraiment... Et c'est vrai que quand on voit le film, c'est pétant de couleurs. C'est pétant. Hein, c'est vraiment parce que on a aussi le cadre adéquat à ce que l'on est. Et c'est vrai que c'est ce que vous êtes ressort. Et voilà, ça peut pas... Alors, si j'ai envie de m'isoler, eh bien, à ce moment-là, je me mets un drap sur la tête. Et puis, voilà. Mais sinon, et c'est très, très reposant. Hein. Oui. J'ai des amis qui me disent, mais on pourrait passer un week-end entier comme ça et se reposer dans tout ce foisonnement. Oui, on penserait que ça énerve, mais non, ça, au contraire, c'est comme si l'âme, l'entité, le moi profond, et soudain, il était en paix parce que devant lui, tout était imagé. Oui. Et c'est vraiment... Et donc, si vous le permettez, je vais me lever pour aller chercher quelque chose. Alors, effectivement. Que je voulais vous faire voir avant la fin de l'émission. Oui. Nous allons passer à l'action. Ouh là là. Et nous allons donc, je ne sais pas si ça se voit, customiser le noir. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, devant, derrière, parce que après tout, il faut tout utiliser. Il ne faut pas rien rejeter. Et voilà. Et donc, je mets ce vêtement. Je l'ai mis à une occasion à Londres. Je suis allée au marché de Camden et j'étais tout à fait dans l'élément parce qu'à Londres, on respire un peu mieux qu'à Paris au niveau des vêtements. C'est sûr, oui. C'est sûr. Eh ben, c'est magnifique.
Un petit mot de conclusion en plus de tout cela, ou est-ce qu'on termine avec des accessoires extraordinaires? Je crois que vous aviez un masque merveilleux à nous montrer. Oui, alors si vous voulez, donc je vais venir avec toutes mes petites choses. Oh là là, il y a Donc beaucoup de ça sera choses. le mot de conclusion parce qu'il n'y a Oui. pas de mot de conclusion. Il n'y a pas de conclusion, je crois. On ne conclut pas, On laisse au on contraire. laisse et on se dit, ben voilà. Alors voilà, Oh là là. customisation des chaussures. Bon, Voilà, je sais pas si on voit, oui, bon, n'est-ce pas? extraordinaire. Alors Ouais. après, il faut, parce qu'on perd un peu les pierres, alors Oui. il faut avoir quelqu'un derrière qui ramasse. Bon, Mais ça, bon, ça fait rien. Le chapeau. oui, oh là là. Le chapeau qui a fait les technoparades, parce que j'ai fait aussi les technoparades et je me rappelle, il y avait un jeune homme, il disait chaque année je viens, je vous photographie. Oh. Et j'ai été sur le livret de la technoparade. Ils m'ont pris en photo et ils ont fait le livret qui jetait, qui distribuait 36 000 livrets de la technoparade avec Jalila dessus. C'était vraiment, voilà. Donc, Splendide, hein, vraiment splendide. et alors, Alors, le le masque, masque. alors ça c'est un vêtement que j'ai porté lors d'un happening à Longchamp Oui. pour c'est une course de chevaux et on Oui. allait avec il fallait être avec son beau chapeau. Donc là j'avais un beau chapeau et j'avais ce vêtement Ah oui, d'accord. que j'ai donc customisé, voilà, et toujours avec le, Le masque, masque. derrière. Alors Ouais, bien sûr, ouais. quand je m'assoyais, je ramenais le masque devant Oui, oui. pour pas l'écraser. Bien sûr. Et voilà, donc tout et ça, je le portais dans la rue, quoi. Eh ben, c'est magnifique. Voilà. Chers amis, c'était ma joie de vivre numéro 2. Nous sommes enchantés. J'ai des étoiles dans les yeux. C'est fantastique. Mais avant qu'on se quitte, je voulais quand même préciser les 3 blogs de Jalila parce que c'est important. Vous retrouverez non seulement tout ce qu'on a dit, beaucoup d'images, de documents qui viendront nourrir un petit peu tout ce qui a été dit aujourd'hui. Alors, il y a le blog À nos atours, en un seul mot, hein. Oui. ANOSATOURS.canalblog. Il y a aussi Fan d'Elvis, bien sûr, en un seul mot, hein, FANDELVIS.canalblog. Et enfin, Solevidad.canalblog, Solevidad, SOLEVIDAD.canalblog, pour retrouver toutes ces informations. Je vous retrouve dans 15 jours. Je vous laisse avec le générique Belle vie, il y a de la joie. Oui, Il y a de la joie toujours. Il y a de la joie toujours. À À bientôt. vous de faire maintenant. Merci. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour